Bienvenue. À la une de l'actualité sécurité routière, la ministre des Transports alerte sur le drame des accidents au Mali à l'occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Le Mali fait face à une urgence humaine quotidienne. Vous allez entendre Dambélé Madina Sissoko dès le début de ce journal. Bamako se prépare pour le grand rendez-vous de l'artisanat malien, Siama 2025. Le génie malien se met déjà en place pour émerveiller le grand public. Nous allons suivre les pas du ministre en charge de la culture qui est allé à la rencontre des artisans de la capitale. Une belle découverte qu'on vous promet dans ce reportage qui va suivre. Actualité sur le continent. Violence post-électorale en Tanzanie, le Conseil des imams condamne le meurtre des personnes innocentes lors des élections. Et puis Madagascar, dans l'actualité, Michael Randrianirine annonce une concertation nationale pour la refondation du pays. Il a participé hier pour la première fois depuis sa prise de pouvoir à une émission de télévision. En sport, Super Coupe du Mali, le stade malien Bamako remporte le trophée en battant le Djoliba AC 1-0. Et puis la République démocratique du Congo se qualifie pour le barrage intercontinental de qualification pour le Mondial 2026. La République démocratique du Congo a battu le Nigeria 4-3 au tir au but. Et on parlera également des préparatifs de la CAN Maroc 2025. Le Mali affronte demain mardi la Jordanie. La rencontre se joue à 18h en Tunisie. Le journal Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière est commémorée chaque troisième dimanche du mois de novembre. À cette occasion, la ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, alerte sur l'ampleur du drame humain qui frappe quotidiennement le Mali. Elle appelle à une mobilisation nationale face aux cas d'accidents et de décès enregistrés chaque jour. La ministre a profité pour saluer les avancées portées par le gouvernement dans le cadre de la sécurité routière. Il exhorte chacun à faire de la prudence un meilleur compagnon de route. La synthèse de son discours avec Bokari Koulibaly. Depuis 14 ans, le Mali retient son souffle chaque troisième dimanche de novembre pour honorer la mémoire des victimes d'accidents de la route. Une tradition désormais solidement ancrée à laquelle le ministère des Transports s'associe une nouvelle fois cette année. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Selon les rapports 2023 de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation de la sécurité routière, le nombre de décès sur les routes dans le monde reste inacceptablement élevé, avec une estimation de 1,35 million de morts chaque année. La journée des souvenirs répond donc à un grand besoin des victimes, celui de voir leurs pertes et leurs douleurs entendues et reconnues et partagées sous les slogans retenus pour les Nations Unies, se souvenir, soutenir, agir. Chaque jour, près de 2 Maliens perdent la vie sur nos routes selon les chiffres du département. Une réalité alarmante qui appelle à une prise de conscience collective et à une synergie d'action. Il s'agit entre autres de rendre visite et d'apporter des kits de soins médicaux aux blessés de la voie publique à l'hôpital Gabriel Touré et à l'hôpital de Kati. D'organiser des formations à la sécurité routière à l'endroit des syndicats du département. D'organiser des séances de dons de sang au bénéfice des victimes d'accidents de la voie publique. D'organiser des campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Ensemble, faisons de la sécurité routière une cause nationale et un engagement citoyen. À noter que la journée du souvenir aux victimes d'accidents s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030. D'une commémoration à une célébration, la journée mondiale de la pneumonie. Pour sa deuxième journée scientifique, la Société malienne de pneumologie se penche sur les maladies respiratoires, spécifiquement la pneumonie. Placée sous le thème « La survie de l'enfant », la conférence visait à alerter la population sur les dangers de la pneumonie infantile et adulte et une mise à jour des spécialités de la santé. Elle entre dans le cadre, bien sûr, de la célébration de cette journée. Chaque 12 novembre, plusieurs spécialistes sont intervenus pour approfondir
approfondir les réflexions et donner des explications sur les différents aspects de la maladie. Compte rendu à Adama Coulibaly. Une toux des douleurs thoraciques, une gêne respiratoire accompagnée d'une forte fièvre pouvant atteindre 40 degrés Celsius. Chez l'enfant ou la personne âgée, ces symptômes doivent immédiatement alerter. Il peut s'agir d'une pneumonie. Face à ces signes, une consultation médicale s'impose. Dr Abdoulaye Bari, pneumopédiatre allergologue au CHU de Kati. Si le diagnostic est posé très tôt et si la prise en charge s'est faite très tôt, l'enfant s'en sort très vite avec un traitement oral seulement. Au Mali, la pneumonie constitue la deuxième cause de mortalité infantile après le paludisme. En 2018, elle a emporté 12 557 enfants, soit l'équivalent d'un décès chaque heure, selon Save the Children, l'UNICEF et la coalition Every Brief Counts. Professeur Yacouba Toloba, président de la Société malienne de pneumologie. De novembre jusqu'en février, c'est l'harmattan, c'est la pollution atmosphérique et c'est des polluants et c'est des brouillards, les smogs. Tout ceci là, contribue à la survenue de la pneumonie. Cette journée nous permet de sensibiliser et aussi avoir des innovations pour la prise en charge adéquate de ces malades qui nous parviennent. Pour réduire les risques, les spécialistes recommandent aux parents de veiller aux vaccinations de routine des enfants de 0 à 5 ans, de traiter rapidement tout signe de rhume et de toux et de se protéger en cette période d'harmattan. Un mot de culture, bientôt, le Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. Le parc d'exposition de Bamako abritera l'événement du 27 novembre au 7 décembre 2025. Cette 5e édition est placée sous les signes artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Déjà, les préparatifs s'intensifient. Le ministre en charge de la culture, Mahmoud Affé, a visité plusieurs unités artisanales de Bamako. Moussa Kamara était présent pour l'ERTM. La visite a démarré dans une entreprise artisanale moderne à Daoudabougou où l'on retrouve toute la chaîne de production des meubles. Ici, le bois reste la matière de prédilection et les savoir-faire maliens s'expriment avec finesse. Aruna Fofana, promoteur de l'ébénisterie moderne, Le Destin. Je ne savais pas qu'il y en a ça aussi au Mali. Bon, il a vu, on est très fiers de ça, qu'il est venu. Nous, on fait les meubles des bureaux, les meubles des bureaux et le mobilier des maisons. Tous les meubles dans la préparation du Siama 2025. On est en train de continuer les travaux de Siama. Le ministre Mahmoud Affé s'est ensuite rendu dans une entreprise émergente spécialisée dans la menuiserie métallique. À Lafiabougou Koda, le fer y occupe une place centrale. Les artisans y conçoivent du matériel indispensable, notamment pour les hôpitaux. Karim Traoré, menuisier métallique. Nous confectionnons des lits d'hôpitaux, des tables d'opération, des tables d'accouchement. J'ai été formé ici même au Mali. À Wolofobougou Bolibana, le ministre a visité un autre atelier où s'est distingué un artisan malien, Youssouf Silla. Il a conçu un hélicoptère entièrement en fer. C'est un projet vieux de 10 ans. Si j'obtiens les moyens nécessaires, je peux en fabriquer un en 3 mois. La tournée s'est achevée au marché d'Ossolo Traoré de Médina Croix. Sekou Samasekou, président des forgerons de l'association Fantogo. Nous sommes 350 ouvriers confirmés à travailler ici. Notre installation a été facilitée par le président ATT. Nous sollicitons aujourd'hui l'accompagnement des autorités car nous manquons d'eau et d'électricité. Cette visite du ministre en charge de l'artisanat intervient à quelques jours de l'ouverture de la 5e édition du Siama 2025. Mamadou Menkoro Traoré, commissaire général du Siama 2025. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Une dizaine de pays ont confirmé déjà leur présence. Donc, il restait aux artisans maliens de se mobiliser, montrer ce que nous savions faire avec des produits de qualité, avec la créativité. Le ministre Mahmoud Affé s'est dit impressionné par la diversité et la qualité des œuvres. L'édition 2025 du Siama, portée par l'année de la culture décrétée par le président de la transition, s'annonce ainsi exceptionnelle. L'artisanat est la base de l'industrie. C'est la semi-industrie et c'est ceux qui se battent tous les jours. Ça commence depuis le jeune qui fait le cirage, aux mécaniciens
Et donc nous allons visiter, discuter, les expliquer un peu l'enjeu de ce salon cette année, qui se veut un espace d'innovation et de créativité, de partage entre les artisans du Mali, de l'AES. Le Salon international de l'artisanat du Mali ouvrira officiellement sa 5e édition le 27 novembre 2025 à Bamako, avec l'ambition de magnifier plus que jamais la créativité et le génie des artisans maliens. AES, actualité. Nous sommes d'abord au Burkina Faso. Le Conseil pour le développement des jeunes du Sahel et ses partenaires solidaires avec les enfants des forces de défense et de sécurité FDS et des volontaires pour la défense de la patrie VDP tombés au front. Cette organisation de la société civile a remis des kits scolaires et des dons d'assurance maladie d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Ce geste va contribuer à améliorer les conditions des enfants de FDS et VDP. Le point avec Boukari Kinda de la radio du Burkina. Estimé à plus de 50 millions de francs CFA, c'est le geste du Conseil pour le développement des jeunes du Sahel et ses partenaires destinés aux enfants des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie tombée au front. Un appui qui vient soulager en un temps soit peu les familles endeuillées et améliorer les conditions de vie de leurs enfants. Au nom des bénéficiaires, Désiré Pakmogda a exprimé toute la gratitude des familles pour ce geste de solidarité. Le geste est salvateur. Quand des gens se rappellent, quand vous avez une souffrance et que c'est partagé, ça devient commune, ce n'est plus un poids. Voilà, ça devient vraiment un fardeau à moitié soulagé. Pour le président de l'association, cette action s'inscrit dans le cadre de l'engagement patriotique et de la participation citoyenne. Ismaël Sawadgo. Actuellement, nous sommes dans un tournoi de ceci et que vous le savez, son Excellence Capitaine Ibrahim Traoré a annoncé bel et bien que nous sommes RPP, Révolution Progressive Populaire. Donc la participation des citoyens sont vraiment demandées. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 10 salue ce geste de solidarité qui, selon lui, contribuera au bonheur des enfants. Augustin Kaboré. Au front, il y a des FDS qui sont là-bas, qui se battent pour que le pays puisse être debout, pour que Ouagadougou soit dans la quiétude. Et nous devons justement de soutenir les familles qui sont restées ici. Et les enfants, les FDS qui sont tombés, c'est notre devoir tout cas de venir en appui, à l'aide justement à ces familles-là. Ce sont au total 50 enfants qui vont bénéficier de ces kits scolaires et des bons d'assurance maladie valables pour une année entière selon les organisateurs. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a tenu à Niamey une rencontre d'échange avec les acteurs de la filière gaz. Les discussions ont porté sur le non-respect du prix de vente fixé par l'État pour la commercialisation du gaz. Cette séance de travail a permis de faire le point sur les mesures urgentes à prendre, tout en exposant les préoccupations des différents intervenants. Compte rendu, Abdelkader Abdourahmane de la radio du Niger. L'objectif principal de cette rencontre est de rappeler aux opérateurs l'obligation de respecter le prix du gaz fixé par l'État afin de protéger les consommateurs et d'éviter toute spéculation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou. Le gaz GPL fait partie des produits stratégiques dont l'État a décidé de réguler la commercialisation en fixant vraiment des prix. Par exemple, pour la bouteille de 12 kilos vendue au détaillant à 3 750 francs et celui de 6 kilos à 1800 francs CFA, selon la structure des prix. Mais la triste réalité aujourd'hui, c'est que sur le terrain et dans les faits, ce prix n'est pas appliqué. On observe même presque le double. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a par la suite indiqué que des mesures ont d'ores et déjà été prises pour assurer le respect des prix officiels, réaffirmant ainsi la détermination du gouvernement à encadrer le marché du gaz et à protéger les consommateurs. Les centres impulseurs que vous êtes, une fois que vous êtes ravitaillés, vos dépôts de vente, une chaîne de communication doit être établie de manière à pouvoir informer les citoyens là où le gaz est disponible. Il y aura une plateforme de communication entre acteurs où chaque semaine où un centre impulseur reçoit du gaz, il faut que cela soit communiqué. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que les centres impulseurs, du point de vue de la réglementation, ont l'obligation d'avoir des points de vente, d'avoir leurs propres bouteilles. Tous ceux qui ne sont pas conformes à la réglementation doivent s'y conformer. Pour ce qui concerne les détaillants, là également, le secteur va être organisé pour vraiment mettre un peu de l'ordre. Cette rencontre réaffirme la détermination du gouvernement à encadrer le marché du gaz et à protéger les consommateurs face aux dérives constatées.
Actualité sur la scène internationale à présent en République démocratique du Congo. Une trentaine de personnes au moins sont décédées dans l'effondrement d'un pont de fortune sur le site minier de Kalando. Un bilan qui reste encore provisoire à ce stade alors que les recherches pour tenter de retrouver les disparus se poursuivent. La majorité des victimes sont des trésors artisanaux alors que les autorités de la province de Lualaba évoquent un bilan de 34 morts correspondant au nombre de corps repêchés et transférés à la morgue. L'association locale des trésors artisanaux avance pour sa part un chiffre plus élevé, 49 morts et plusieurs dizaines de disparus. Violence post-électorale en Tanzanie. Le Conseil des imams condamne le meurtre des personnes innocentes lors des élections. Une déclaration qui vient une fois de plus confirmer l'ampleur de la répression qui a frappé les manifestations contre le régime de la présidente Samia Suluhu Hassan dans la foulée des scrutins du 29 octobre. Si au-delà du bilan humain, plus de 1000 morts selon les associations, le Conseil des imams a par ailleurs fustigé les nombreuses irrégularités dans la tenue des scrutins et le comptage des bulletins de vote. Madagascar, le colonel Michael Randrianirine, président de la refondation de la République de Madagascar, a participé pour la première fois hier depuis sa prise de pouvoir à une émission de télévision. Michael annonce l'organisation d'une concertation nationale pour la refondation du pays afin d'établir les bases d'un nouveau système de gouvernance. Cette concertation sera pilotée par la Confédération des églises chrétiennes de Madagascar. Il est prévu aussi un référendum pour savoir si cela convient à la population et enfin l'élection du nouveau président de la République, tout cela sous 2 ans. Les Équatoriens votent contre le retour des bases militaires étrangères dans le pays. Ils ont rejeté hier le retour de cette base étrangère et l'élaboration d'une nouvelle constitution selon les premiers résultats d'un référendum, un revers pour le président allié des États-Unis, Daniel Noboa, qui a promis de respecter l'issue du scrutin. Quelques 61% des votants refusent de lever l'interdiction des bases étrangères et 62% s'opposent à la nomination d'une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution selon les résultats partiels dévoilés par le Conseil national électoral. Eh bien, ce rejet empêcherait l'armée américaine de revenir dans son ancienne base militaire de Manta sur la côte pacifique, auparavant utilisée par Washington dans des opérations anti-drogue. Nous sommes à présent au Chili présidentiel dans ce pays. Si la candidature de la coalition de centre-gauche Janet Jara est arrivée en tête du premier tour avec un peu plus de 26% des suffrages, les sondages pronostiquent sa défaite face à son rival d'extrême droite José Antonio lors du scrutin du 14 décembre prochain en raison du report des voix. La communiste modérée Janet Jara et son rival d'extrême droite José Antonio s'affronteront au second tour de la présidentielle chilienne qui aura lieu le 14 décembre. Et terminons par les États-Unis, le Pentagone va retirer une partie des troupes de la garde nationale déployées par le président Donald Trump dans les villes de Chicago et de Portland, une décision qui tombe alors que la bataille juridique autour de ces déploiements se poursuit. En octobre dernier, l'administration Trump avait envoyé des troupes dans ces villes étiquetées démocrates, officiellement en soutien au personnel chargé de l'application des lois sur l'immigration et qui étaient confrontés à des manifestations. À présent, la République démocratique du Congo se qualifie pour le barrage intercontinental de qualification pour le Mondial 2026 en finale du barrage de la zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 hier au Maroc. La République démocratique du Congo a battu le Nigeria 4-3 au tir au but. Et puis, préparatif de la CAN Maroc 2025, le Mali affronte demain mardi la Jordanie. La rencontre se joue à 18h en Tunisie. Et justement, parlant de la CAN Maroc 2025, les pays francophones de l'Afrique subsaharienne pourraient être privés de certains matchs. Sur les 52 affiches, la CAF leur propose seulement 33 matchs, une discrimination que dénoncent les responsables des télévisions publiques et privées dans cette lettre adressée à la CAF. Et puis mondial U17 Qatar 2025, le Mali joue demain mardi en 8e de finale contre le Maroc. Le coup d'envoi est prévu pour 15h45. Et terminons par la Supercoupe du Mali de football. Le stade malien Bamako remporte le trophée en battant le Djoliba AC par 1-0. Et les explications de tout cela, c'est avec vous, Fotigi Tunkara.
Le Stade Malien de Bamako s'adjuge le trophée de l'édition 2025 de la Supercoupe Ben Oumar Sy. En finale disputée hier au Stade Mamadou Konaté, les Blancs de Bamako ont dominé les Rouges du Djilba AC par le score d'un but à 0. But inscrit dans le temps additionnel de la première période par Zoumana Sempara, un tranche-fige du Djilba AC auréolé d'un double coupe championnat. Le Stade Malien de Bamako, qui avait terminé la saison dernière en beauté, démarre en fanfare le nouvel exercice en remportant son 16e trophée en Supercoupe du Mali contre 10 pour le Djilba AC. Avec cette finale de la Supercoupe de football, la nouvelle saison au Mali, statutairement ouverte depuis le 1er septembre dernier, est désormais officiellement lancée. Levée des boucliers des responsables de télévision publique et privée d'Afrique subsaharienne francophone. Ils sont montés au créneau pour dénoncer les conditions d'attribution des droits de diffusion de la CAN 2025 proposées par la CAF, qui leur offre 33 matchs sur les 52 de l'ensemble de la compétition, pourtant offerts aux pays anglophones. Dans une lettre adressée au président de la CAF, les directeurs généraux fustigent cette discrimination dans la répartition des droits jugée injuste. Ils demandent un accès équitable aux 52 matchs de la compétition. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter les explications du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, au micro de Sragatou Cissé. On n'a pas l'intégralité des matchs, les 52 matchs de la compétition. On nous propose 33 matchs, mais pire, c'est que les autres pays anglophones ont l'intégralité des matchs de la compétition. Je ne sais pas trop à combien ils commercialisent à ce niveau-là, mais en plus, il faut reconnaître que c'est avec des coûts assez importants. Rien que pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, le bouquet qu'on avait proposé à nos téléspectateurs, on était aux alentours de 1,5 milliard. Je dis bien 1,5 milliard, financé par l'État. À l'unanimité, on s'est dit, bon, il est bon d'écrire à la CAF pour dénoncer cet état de fait. C'est ce qui nous a conduit justement à cette lettre de dénonciation qui a été adressée à la CAF pour vraiment signifier à la CAF qu'il était important vraiment de jouer à l'équilibre, de faire en sorte que nous soyons vraiment à l'équité par rapport au nombre de matchs, mais surtout voir aussi comment réduire les coûts de la compétition. Nous attendons vraiment la réponse de la CAF et nous espérons que la CAF va vraiment accéder à notre demande. La CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans le cadre des préparatifs de cette messe du football africain, les Aigles du Mali affrontent demain mardi la Jordanie en amical international en Tunisie. Le coup d'envoi sera donné à 18h temps universel. Dans la même veine, les Aigles U23 du Mali vont se mesurer demain mardi à leurs homologues de l'Indonésie à 13h. Ce sera la deuxième rencontre d'une double confrontation amicale entre les deux équipes. Lors de la première opposition samedi, les Maliens se sont imposés par le score de 3-0. Mondial U17 Qatar 2025, les Mali rencontrent demain mardi le Maroc en 8e de finale. Le coup d'envoi sera donné à 15h45. Retrouvailles pour les deux équipes qui s'étaient déjà croisées en finale de la CAN gagnée par le Maroc au tir au but. Le reste du programme prévoit demain Ouganda, Burkina Faso à 12h30, Italie, Ouzbékistan à 12h30 également, Mexique, Portugal à 13h, Brésil, France à 13h30, Suisse, Irlande à 14h45, Corée du Nord, Japon à 15h45 et Autriche, Angleterre à 15h45. Barrage de la zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le tournoi a connu son épilogue hier au Maroc avec la victoire de la RDC. En finale jouée hier, la République démocratique du Congo a battu le Nigeria par le score de 4-3 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les scores étaient d'un but partout. Les Léopards décrochent ainsi les tickets africains pour les barrages intercontinental de qualification pour le Mondial 2026. La RDC rejoint la Bolivie pour la Conmebol, la Nouvelle-Calédonie pour l'OFC, l'Irak ou les Émirats Arabes Unis pour la FC et les deux représentants de la CONCACAF. Les 6 pays qualifiés seront répartis en 2 groupes de 4 équipes et vont s'affronter en mars prochain pour les 2 billets de la phase finale du Mondial 2026. Ainsi prend fin ce journal présenté par Moussa Papa Aïdara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, garde le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée à tous sur le RTM.